La fabrication des tubes de cuivre nécessite un nombre important d'opérations métallurgiques. La première opération est la fusion des cathodes, lingots et déchets de cuivre recyclés pour les faire fondre. La matière première est introduite par le gueulard, placé en haut du four vertical, équipé dans sa partie basse de brûleurs à gaz. Le métal est amené à une température au-delà de son point de fusion, 1083 degrés, pour s'écouler en continu par le chenal de coulée. Les fumées chaudes remontent à travers la charge de façon à la préchauffer et récupérer ainsi les calories. Les fumées froides seront traitées avant d'être mises à l'atmosphère pour éviter les pollutions. La deuxième opération est la coulée semi-continue des billettes. Elle comprend 4 étapes. Étape 1. Le métal liquide venant du four de fusion est stocké dans un four intermédiaire, maintenu en température, désoxydé au phosphore. Sa composition chimique est contrôlée avant chaque coulée. Étape 2. Le cuivre à l'état liquide remplit la lingotière, anneau circulaire creux, refroidi par une circulation d'eau, dont le fond a été préalablement obstrué par une pièce métallique mobile. Le cuivre se solidifie au contact de la paroi froide pour former la peau d'un lingot circulaire appelé billette qui descend lentement dans la fosse. Étape 3. La billette plonge dans une fosse remplie d'eau pour finir de se refroidir. Étape 4. Arrivé au fond, le four arrête de couler, la billette est extraite de la fosse et découpée à la scie en blocs de 450 kg environ. La troisième opération est une opération d'ébauchage à chaud par filage. Les blocs de cuivre, après avoir été réchauffés à 850 degrés, sont introduits dans le conteneur d'une presse hydraulique. Le métal est poussé à l'aide du grain sur lequel appuie le poinçon, afin de passer à l'intérieur de la filière, pièce en acier creuse, en son centre, la filière calibre le diamètre extérieur. De façon à obtenir un tube, il faut au préalable percer le bloc à l'aide d'une aiguille, en jaune sur le schéma, et la faire pénétrer jusqu'à l'intérieur de la filière. Puis, une fois en place, pousser tout le métal entre la filière et l'aiguille, de façon à obtenir une ébauche de tube. Sinon, nous aurions une barre pleine. Cette ébauche est vivement refroidie à l'eau pour éviter son oxydation. La quatrième opération est celle de l'ébauchage à froid par laminage qui va réduire le diamètre extérieur de l'ébauche de 120 à 75 mm. Un mandrin conique est introduit à l'intérieur de l'ébauche. 2 matrices circulaires animées d'un mouvement de va-et-vient vont réduire à la fois le diamètre et l'épaisseur de la paroi. L'ébauche effectue également une rotation afin d'être parfaitement circulaire. En sortie de laminoir, le tube mesure plus de 120 mètres de long. Il est enroulé dans de grands paniers d'acier, puis stocké. Puis, par une série d'étirages par mandrin flottant jusqu'au diamètre et à l'épaisseur finale. Cette opération se fait par un passage successif à l'intérieur de filières de diamètre décroissant. La technique du mandrin flottant permet de travailler sur de grandes longueurs à des vitesses élevées. Le mandrin intérieur est nécessaire pour que le tube ne se déforme pas en passant dans la filière. Il calibre à la fois le diamètre intérieur et l'épaisseur de la paroi. Le mandrin, petite pièce en acier, est introduit en début d'opération à l'une des extrémités du tube. Celui-ci est amené dans la filière et mis en traction. Il est soumis à l'effet de 2 forces opposées, une force de frottement qui le tire dans le sens de la traction, une force de répulsion de la partie conique qui le repousse à l'opposé. Il trouve une position stable quand les 2 forces s'équilibrent. Comme un bouchon qui flotte sur l'eau,
Il est soumis à un équilibre entre la force de gravité qui le pousse vers le bas et la poussée d'Archimède qui le pousse vers le haut. Principe du rotubloc. Machine composée d'un dividoir, d'un tambour d'enroulement et d'un envidoir. Le tube est dressé, il reçoit le mandrin, passe dans la filière en jaune, puis est enroulé sur plusieurs tours pour créer la traction. Enfin, il est stocké dans l'envidoir. Le rotubloc peut accélérer et passer plusieurs kilomètres de tube. Une série de paniers forme une rocade. Lorsque tous les tubes de la rocade sont passés dans la filière, elle sera changée pour une de plus petit diamètre jusqu'au diamètre final. En résumé, la fabrication des tubes de cuivre comprend l'enfournement, préparation de la charge du four à partir de métal neuf et de déchets recyclés, les opérations de fonderie, fusion de la charge, coulée semi-continue des billettes, sciage des blocs, l'ébauchage à chaud par filage à la presse hydraulique, ébauchage à froid par laminage, étirage jusqu'au diamètre final par passage sur des rotublocs, des opérations de finition, contrôle des diamètres et des caractéristiques, contrôle en continu par courant de Foucault pour vérifier la santé interne des tubes. Suivant les produits, mise à longueur pour les barres droites et crouilles, recuit des tubes et mise en couronne pour les produits recuits, stockage et expédition. Cette fabrication vous est décrite en visionnant la vidéo suivante. Le cuivre, métal non ferreux, amagnétique, naturellement coloré. Le cuivre, comme ses alliages, est considéré comme un matériau noble, au même titre qu'un bois précieux. Au fil des siècles, le cuivre n'a pas cessé d'accroître son champ d'application, aussi bien en servant les progrès techniques de l'humanité qu'en apportant sa noblesse d'aspect aux objets les plus raffinés. Des objets de l'âge du bronze jusqu'aux conducteurs destinés à l'industrie aérospatiale, des astrolabes aux canons, des toitures aux barres des centrales nucléaires, le cuivre est de toutes les aventures et continue d'affirmer sa pérennité. L'abondance des réserves de cuivre dans le monde et les progrès techniques réalisés dans le domaine métallurgique ont contribué depuis les années 30 au développement de l'utilisation du tube de cuivre dans l'industrie du bâtiment. Mais en dehors des aspects socio-économiques propres au marché du cuivre, le choix de ce métal pour la fabrication de canalisations est dû en grande partie aux propriétés du métal lui-même. Le cuivre a un excellent comportement au contact de l'eau et à celui d'un grand nombre de produits chimiques. Le cuivre a des propriétés bactéricides. Il détruit certains micro-organismes et assainit les canalisations. Le cuivre se brase et se soude très bien par tous les procédés habituels. Le cuivre est un métal qui se met en forme facilement et se prête parfaitement au travail à froid comme au travail à chaud. Toutes ces propriétés ont fait du tube de cuivre le matériau particulièrement bien adapté à son application dans le bâtiment. Eau sanitaire sous pression, chaude ou froide, vidange des eaux usées, chauffage central par radiateur, chauffage par le sol, alimentation en gaz domestique, distribution des gaz médicaux et de fluides frigorifiques. Depuis des millénaires, le cuivre n'existe plus à l'état natif, mais sous forme de composés métalliques. Ce minerai, considéré comme riche, dès lors qu'il contient 1% de cuivre pur, est extrait selon la nature des gisements, soit de mines à ciel ouvert, soit de mines souterraines. De l'état de minerai à celui de tube, le cuivre passe par tout un processus métallurgique qui le conduit sous forme de billettes à une teneur de 99,9% de cuivre pur définie par les normes internationales. Les billettes de cuivre sont soumises successivement à plusieurs procédés de transformation. Les billettes réchauffées à une température d'environ 850 degrés sont introduites dans le conteneur de la presse hydraulique à filet.
Sous l'effet des 3150 tonnes que développe le piston, le métal s'écoule entre une filière et une aiguille. À la sortie de la presse, le tube d'une longueur d'environ 15 mètres est énergiquement refroidi à l'eau pour éviter toute oxydation. C'est la phase de l'ébauchage à chaud, au cours de laquelle on réalise la transformation d'un corps plein en un corps creux. Les dimensions finales du tube seront atteintes par une succession d'opérations effectuées uniquement à froid et qui réduiront simultanément le diamètre et l'épaisseur. D'abord par un laminage de la paroi du tube entre des matrices à gorge conique qui agissent sur l'extérieur du tube et un mandrin également conique placé à l'intérieur. Après cette opération, le tube atteint environ 150 mètres de long. Ensuite, par plusieurs opérations d'étirage, le tube est alors tiré entre une filière et un mandrin dont les dimensions correspondent respectivement aux diamètres extérieurs et intérieurs du tube que l'on veut obtenir. Suivant le diamètre du tube, les vitesses d'étirage sont de l'ordre de 800 à 1000 mètres par minute. Le tube, qui peut atteindre une longueur de 1200 mètres pour du 14-1 par exemple, est emmagasiné dans un panier. Le tube ainsi obtenu est à l'état écroui, c'est-à-dire dur. Il est ensuite repris sur des lignes de finition afin d'être redressé et débité. Soit en longueur droite de 4 à 5 mètres, s'il est livré à l'état écroui, soit en couronne de 35 à 50 mètres, où il se trouve encore à l'état écroui. Pour donner au métal la malléabilité nécessaire, il faut le faire passer à l'état recuit par un chauffage dans des fours à une température de 600 degrés environ. À la sortie du four et après refroidissement, la couronne est conditionnée sous film plastique et emballée.